Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler du paranormal en EHPAD avec Hervé Villette, qui est riche de diverses expériences. Il a fait de la peinture artistique, il a de la métallurgie, de la presse gratuite, il a travaillé en EHPAD ou en écluse. Il a écrit 3 livres, À Logique en 2019, puis Le Canal des Chimères et Maledictus Loctus en 2023 en auto-édition et chez les ouvreurs du monde, le livre dont on va parler ce soir, le paranormal en EHPAD, le personnel soignant témoigne. Vous avez travaillé en écluse aussi. C'est quoi travailler en écluse? C'est éclusier. C'est tout à fait, c'est saisonnier en écluse. C'était dans Lyon. C'était dans Lyon, oui. En fait, donc je vais repartir sur la chronologie des livres. Donc le premier livre que j'ai écrit, donc qui est le À Logique, donc est venu, je l'ai écrit quand j'ai travaillé en EHPAD. Donc à la suite d'une discussion avec une infirmière qui m'avait expliqué des choses particulières qui lui étaient arrivées dans un autre EHPAD à Dijon. Et moi, j'ai toujours été passionné par le paranormal depuis que je suis jeune. Et donc, je me suis dit, je vais interroger le personnel soignant qui est bien placé pour savoir si les gens ont vécu des choses inexpliquées au cours de leur vie ou de leur carrière. Donc, j'ai recueilli, bon, je n'ai pas la quantité de témoignages, mais j'ai recueilli une bonne quantité de témoignages qui concernaient le milieu professionnel et le milieu privé, des choses qui étaient arrivées dans des maisons, dans des situations particulières et qui concernaient le paranormal. Donc ça, je l'ai auto-édité. Le deuxième livre, après j'ai quitté les EHPAD, j'ai travaillé comme saisonnier en écluse, et c'est là que j'ai écrit, là, entre deux bateaux, on a le temps d'écrire. Donc j'ai écrit Le Canal des Chimères, qui est un recueil de 3 nouvelles qui concernent, c'est le paranormal, fantastique, toujours la même chose, mais là ce sont des fictions, mais qui sont localisées là où je travaillais, c'est-à-dire le canal du Nivernais dans Lyon et précisément du côté de Mailly-la-Ville, c'est un petit village. Ensuite, j'ai écrit Maledictus Locus, qui pour le coup là est un roman et qui se situe à côté de chez moi, vers Menton. Ça s'appelle Maledictus Locus, c'est les lieux maudits. Et celui-là s'appelle Le sang de Vermenton. Et donc c'est pareil, c'est une fiction, c'est un roman qui se situe chez moi, qui se situe à Vermenton, à quelques kilomètres de là où j'habite. Et, et donc, j'ai envoyé à Logique, aux éditions Les Ouvreurs de Monde. Et donc, Pierre Barreto, l'éditeur, était intéressé par le recueil des témoignages, mais en fait, il m'a soumis l'idée de faire la même chose, mais sur un livre de recueil qui serait consacré uniquement aux EHPAD. Et donc, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Effectivement, c'était vraiment une bonne idée. Et donc, il a fallu que je reprenne des investigations. Alors, j'avais quelques témoignages qui concernaient le milieu des EHPAD, mais j'en avais assez peu. Il a fallu que je recherche, que je refasse de nouvelles recherches, notamment sur des réseaux sociaux, que je contacte des gens. Je suis tombé sur des forums. J'ai contacté des gens qui m'ont rappelé au téléphone. J'ai enregistré leurs témoignages. Et c'est comme j'ai fait des recherches aussi, j'ai relevé des coupures de journaux, des coupures de presse, et c'est comme ça qu'est né le paranormal en EHPAD. Il y a aussi cette espèce de puits sans fond là qui a été fermé dans une ville. Vous n'êtes pas allé voir ce qui se passe où tous les plongeurs sont jamais remontés? La fosse Diane? Ouais, Oui, c'est un tonnerre, oui, c'est un tonnerre, voilà. tout Il à y a, fait. il y a beaucoup de choses dans Lyon, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. C'est drôle ce que vous dites au début du livre parce que vous dites que dans les EHPAD, il y a beaucoup plus de morts que de naissances, ça c'est clair. Et comme Voilà. ça côtoie la mort, finalement, c'est pas étonnant. Alors ça se passe plutôt la nuit. Vous avez une idée du fait que ça se passe plutôt la nuit? Oui, alors c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai fait une séance de dédicace samedi chez Cultura et j'ai rencontré deux professionnels. Il y avait une infirmière et une aide-soignante et on a discuté et ils ont relevé les mêmes choses.
Et effectivement, ça se passe surtout la nuit, mais uniquement pour moi, parce que déjà c'est plus calme et que le personnel est beaucoup plus attentif au bruit. C'est pas la même atmosphère. J'imagine qu'il se passe des choses le jour, mais que ça passe plus inaperçu dans tout ce qui se passe au cours de la journée, les soins, les visites et ce genre de choses. C'est une supposition, mais je pense que on est beaucoup plus aux aguets de ce qui se passe la nuit parce que c'est beaucoup plus calme. Mm. Est-ce que le fait d'être croyant, enfin d'avoir la foi ou de croire en quelque chose, fait que les gens sont plus susceptibles de voir des choses et d'entendre que ceux qui ne croient en rien? Alors, je me suis posé la question, effectivement, si certaines personnes, en fonction de leur religion, avaient telle ou telle vision. C'est possible, mais en fait, moi, dans les témoignages que j'ai eus, notamment des résidents, on va décrire des apparitions de bébés, de petites filles ou d'hommes en noir avec des chapeaux. Rien de particulier par rapport à la religion, donc je ne suis pas sûr que ça rentre en ligne de compte. Est-ce que vous-même, vous avez déjà vu ou entendu quelque chose? Alors moi, non, en EHPAD, non. Mais j'étais agent technique, donc comme je le dis dans le livre, j'étais pas en première ligne, j'étais pas au contact enfin j'étais pas en contact vraiment proche des résidents. Et comme je le dis aussi, dans la chambre funéraire, pardon, j'évitais d'y aller quand il y avait du monde dedans. C'était pas mon truc, quoi. Donc moi, en EHPAD, j'ai jamais constaté quoi que ce soit Et en 7 ans. pourquoi, et pourquoi vous évitiez d'y aller? Vous aviez peur? Parce que j'étais pas super à l'aise non plus dans la chambre funéraire quand il y avait un- quand il y avait un corps, quoi. D'accord, donc il y a beaucoup de phénomènes, hein, des phénomènes électriques, Oui, oui, complètement. Alors, comme je dis, faut être très méfiant avec les phénomènes électriques parce qu'il peut y avoir plein d'explications techniques. Cela dit, le phénomène récurrent, c'est vraiment les appels malades qui se mettent en route après un décès, après le décès d'une personne de manière inexpliquée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les EHPAD et les hôpitaux. des sonnettes qui se mettent à sonner alors que la Voilà. personne est morte et qu'il n'y a personne dans la chambre, les ascenseurs aussi. Les ascenseurs aussi. Mais là, je suis toujours méfiant avec ces phénomènes. Il peut y avoir tellement d'explications, mais je le cite parce que c'est malgré tout récurrent. Après, ça peut être ça peut être des phénomènes électromagnétiques dus à des présences d'entités ou pas, je ne sais pas. Après, moi, j'ai recueilli les témoignages. Je ne tente pas d'apporter une explication. Je suis pas légitime pour ça. Mais voilà, je dis juste qu'il faut être prudent avec tout ce qui est électrique, car on peut avoir des explications qui sont dues à des failles techniques, tout simplement, ou des coupures, des micro-coupures. Maintenant, on a des téléviseurs qui se mettent en route dès qu'il y a une coupure électrique. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent s'expliquer au niveau électrique ou pas. Oui, il y a aussi ce monsieur qui était sur un lit à air et le matelas qui se dégonfle tout seul. C'est le témoignage que j'ai appelé l'homme électrique. Et effectivement, là, c'est vraiment un témoignage incroyable. C'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est Marion, une infirmière, qui m'a raconté ça. Et le monsieur, qui avait 80 ans, je crois, avait la faculté de péter les plombs et de faire péter les plombs de la chambre quand il était en colère. Et là, je cite l'anecdote que m'a raconté Marion. Les infirmières étaient en train et les aides-soignantes étaient en train de lui changer ses protections et ils l'ont posé par terre, la protection, alors que d'habitude ça se fait pas, mais bon, elles ont été certainement prises dans le feu de l'action. Ça lui a pas plu et il a fait sauter les plombs et ça s'est reproduit plusieurs fois. Et Marion décrit le regard qu'a lancé ce résident qui avait l'air, je la cite, elle dit, on aurait dit le Joker, il avait un regard un peu machiavélique, on voyait que c'était lui qui était responsable des coupures, quoi. Il le faisait exprès. Il y a aussi l'ancien occupant de la chambre qui se manifeste au nouvel occupant. C'est-à-dire Oui, que celui qui prend la chambre voit celui qui était là avant, qui est mort, se oui, balader dans la chambre. tout à fait. J'ai des témoignages
de résidents qui, notamment, qui se plaignent enfin, qui racontent la présence d'une petite fille. Et, et à plusieurs reprises, en fait, plusieurs occupants décrivent la même chose. Et notamment, en fait, ça, c'est des phénomènes qui sont assez intéressants parce que ça se vérifie au cours des successions d'occupation des résidents qui vont décrire le même personnage qui va être, qui vont se plaindre d'un poids au niveau de leurs pieds, d'un poids sur leur lit. Et jusqu'à ce qu'une résidente qui est toute sa tête décrive une personne qui était décédée dans cette chambre longtemps avant et qui donne même le nom de cette résidente, alors qu'elle n'avait aucun moyen de le savoir. Donc voilà, oui, il y a souvent ce genre de phénomène des personnes qui décrivent la même chose. Je l'ai pas mis dans le livre parce que c'était un témoignage que j'avais eu de mémoire. Mais dans un EHPAD, effectivement, les résidents décrivaient, un résident décrivait une dame qui était dans sa chambre. Ce résident meurt et une dame arrive derrière et décrit précisément elle dit, mais c'est qui cette dame avec les cheveux blancs? C'est qui cette personne? Et elle décrivait exactement la même personne qu'avait décrit son prédécesseur. On a du mal à expliquer pourquoi. Il y a aussi les chambres maudites, les chambres qu'il faudrait mieux ne pas occuper. Oui, tout à fait. J'en discutais à la séance de dédicace. Effectivement, on m'a confirmé qu'il y avait des chambres avec un turnover beaucoup plus important que d'autres. Alors là, je ne m'aventurerai pas à donner des explications, mais effectivement, peut-être qu'avant de rentrer en EHPAD, il serait bien de savoir si c'est une chambre qui est inoccupée, enfin qui est restée occupée longtemps ou pas, quitte à choisir, à en choisir une autre. Alors, la présence de cet enfant qui vient au pied du lit, c'est souvent l'annonce d'une mort prochaine. Souvent, ouais, dans les quelques jours, d'après les témoignages, effectivement, c'est annonciateur. C'est un petit peu comme dans certains EHPAD ou centres palliatifs, le chat qui rentre dans la chambre d'un résident, on en a encore parlé samedi, et qui, généralement, quand le chat rentre, la personne va décéder. Ouais, il y a souvent des animaux dans les maisons de retraite. Pas toujours. Pas toujours. Après, moi, de mon expérience, L'histoire de l'ambulancier, page 92, fait un massage cardiaque. Donc, quelqu'un qui revient à lui 45 minutes après un cœur arrêté. oui, alors après, donc, effectivement, j'ai quelques témoignages que j'avais notés dans mon premier livre et que j'ai mis parce que c'était des témoignages qui avaient interpellé les professionnels. Après, est-ce qu'on est dans le domaine du paranormal? Je ne sais pas. Mais cela dit, comme c'est des choses qui ont marqué ces gens-là qui sont habitués, j'ai souhaité ajouter aussi ce témoignage, comme un témoignage d'un médecin qui décrit un patient qui cavale une guêpe et puis il arrive à le tirer d'affaire et le patient ravale une guêpe juste derrière. Bon, voilà, ça, c'est des petites anecdotes qui n'ont rien de paranormal, mais que je trouvais amusantes de de rajouter dans le livre. Mais bon, là on n'est pas spécialement dans le paranormal. Si, parce que là, cet ambulancier dit ça m'a marqué parce que 8 fois j'ai massé et réanimé des gens en tant qu'ambulancier. Ils ne sont jamais revenus après 10 minutes, mais là, 45 minutes, je ne l'ai jamais vu. Oui, oui, effectivement, oui, oui, bien sûr. Oui. Après, moi, je ne suis pas médecin. Peut-être qu'il y a peut-être des explications cliniques. Franchement, je ne me prononcerai pas. Après, oui, j'ai mis cette anecdote, enfin, ce témoignage, parce que cette personne c'est vraiment une aventure qui l'a marqué dans sa carrière. Alors, cette femme qui parle en espagnol alors qu'elle n'a jamais parlé cette langue, Oui, elle n'est jamais allée en Espagne et qui se met à parler une langue différente. Et puis il y a aussi des personnages qui arrivent dans la chambre vêtus comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire des personnages qui sortent comme des fantômes qui viendraient de loin. oui, alors ce phénomène de personnes qui parlent une autre langue, j'en ai entendu parler récemment aux informations, je crois, ou à la radio.
Alors, j'ai oublié le nom, ils appellent ça le syndrome de, je sais plus, de l'étranger, j'ai oublié le terme. Et c'est un phénomène qui est inexpliqué pour l'instant par la science. Après, si on veut, enfin, moi personnellement, j'imagine que ça peut être une récurrence de vie antérieure. Certainement, peut-être que la dame était espagnole dans sa vie d'avant et pour un tas de circonstances, bah, elle retrouve ces facultés-là, puisque sa fille, effectivement, dit que cette dame n'a jamais été en Espagne et puis elle n'avait aucun moyen de parler espagnol et encore moins d'avoir l'accent espagnol. Donc oui, c'est vraiment des phénomènes qui sont intéressants. Et oui, pour les personnes qui, effectivement, les apparitions qui sont habillées comme à l'ancien temps, il y a je cite l'histoire, je crois que c'est dans un ancien orphelinat où le personnel avait l'habitude de voir une apparition d'une sœur qui était habillée donc, comme à l'époque, mais qui marchait, en fait, qui était coupée au milieu du corps parce qu'elle marchait sous l'ancien niveau du plancher qui avait été rehaussé. Donc en fait, il semblerait que certaines personnes soient restées dans leur époque. Malgré tout, elles sont perçues par le personnel actuel, mais elles sont dans leur époque avec leur tenue d'avant, et en même temps sur le niveau du sol qui correspondait à la période où elles ont travaillé. Oui, c'est un terrain de jeu pour des amateurs de paranormal. Il y en a qui se sont amusés à faire tourner des tables, etc. Et il y a l'histoire du pendule, page 85, de cette femme, je sais plus si c'est une infirmière qui prend son pendule et qui, devant les chambres, s'amuse à voir si les gens vont partir bientôt. Oui, après, dans ce genre de structure, on a comme partout des gens qui sont ouverts vers certaines choses, vers le paranormal. On a même des gens qui sont canaux, qui sont passeurs d'âme. Donc, effectivement, certaines personnes peuvent utiliser des pendules ou leur ressenti pour prévoir, en quelque sorte, si une personne va partir ou non. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu personnel à chaque professionnel, mais je pense que c'est pas une pratique qui doit être vraiment isolée. Quand on côtoie le milieu professionnel, médical, où on côtoie la mort, je pense que les gens sont ouverts quelquefois à certaines choses, comme par exemple le fait d'ouvrir les fenêtres quand il y a eu un décès pour que l'âme s'envole par la fenêtre. Voilà, ce sont des pratiques qui n'ont rien de scientifique et pourtant qu'on rencontre dans les EHPAD et les hôpitaux. Ouais, donc cette femme dit que ça marchait à chaque fois, toutes les semaines, elle passait devant les chambres en interrogeant le pendule et si la réponse était oui, dans les 3 jours, la personne décédait. Ça marchait tellement bien qu'une fois, elle passe devant la chambre d'une amie et le pendule réagit et cette amie décède rapidement Oui, alors qu'elle n'était pas prête à mourir. oui, le cadre se dit que c'était pas logique car la dame allait très bien, oui, effectivement. Après, certaines personnes ont des facultés qui dépassent un peu la norme. Et comme je vous dis, c'est des gens qui côtoient, c'est leur vie quotidienne. Donc, je pense qu'ils arrivent à développer un ressenti et sont capables, bah, comme le chat qui va rentrer dans une chambre, de ressentir si quelqu'un va partir. Peut-être du fait que les résidents, les personnes qui vont décéder sont souvent visitées par des membres de leur famille ou par des apparitions. Peut-être que cette personne-là aussi détectait des présences d'entités quelconques et on déduisait que la personne peut-être allait partir dans les jours prochains, hein, c'est possible. Mais le fait qu'il y en a qui viennent un peu s'amuser dans les EHPAD comme un terrain de jeu, ça a un peu fait un scandale quand même. Par rapport à la coupure de journaux, Ouais. ah oui, 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 de toute façon, oui, bien sûr, ça a été révélé dans le journal. Donc oui, effectivement, c'est clair que les pratiques occultes
dans n'importe quel milieu que ce soit professionnel, forcément, c'est pas un terrain de jeu, hein. C'est clair que c'est pas fait pour ça. Alors, vous parlez des EOLP. EOLP, ça veut dire expérience. Voilà, l'expérience de bénévole en soins palliatifs face au phénomène inhabituel de fin de vie, oui, c'est une étude c'est une étude qui a été faite et qui effectivement décrivent les impressions et les états des personnes qui vont décéder, effectivement. Les plus fréquentes observées étaient des patients discutant ou tendant la main vers des parents ou amis décédés, dans Ouais. 34% des cas de lucidité terminale, 33%, et des patients apparemment se préparant pour un voyage, 28%. Il y a le cas de cette femme avec sa valise là, dans votre livre. Il y a aussi au moins un tiers des volontaires ont indiqué qu'un patient ou un membre de sa famille leur avait parlé de visions ou de rêves de parents ou d'amis décédés, 47%, de visions de beaux endroits ou de belles couleurs ou d'auditions de musique merveilleuse, 38%, de lucidité terminale inhabituelle, 38%, et de coïncidence sur le lit de mort, 33%. Alors quelquefois, il y a des marques, hein, il y a cette griffure, cet aide-soignant qui a reçu un coup de griffe. Oui, tout à fait. Oui, oui. Fabien, en marchant dans un couloir, s'est retrouvé griffé. Et ça me rappelle d'ailleurs, lorsque j'ai écrit à Logique, une infirmière m'avait raconté qu'elle avait une amie qui était infirmière aussi et qui avait quelque chose qui était rentré chez elle. Alors, je ne sais plus si elle avait pratiqué une séance quelconque occulte ou non, mais quoi qu'il en soit, elle s'était aussi retrouvée avec des marques sur son corps, des coups de griffe, des griffes aussi sur les murs de sa maison, et le chien qui aboyait pour des raisons inexpliquées. La personne n'a jamais voulu témoigner, hein. Généralement, c'est des choses un peu traumatisantes et les gens, j'ai un autre exemple par rapport à ça, et les gens ont vraiment du mal à témoigner et souhaitent qu'une chose, c'est passer à autre chose, oublier, parce que c'est vraiment un truc qui les a choqués. Et donc, oui, effectivement, Fabien, le témoignage de Fabien s'est retrouvé avec des griffes, alors qu'il y a des traces de bras, des traces de griffes, alors que bah, voilà, il faisait rien de particulier, il était dans un couloir, il me semble que c'était la nuit. Alors, j'ai mis la photo, effectivement, des traces, mais bon, c'est pas hyper probant sur les photos en noir et blanc. Mais bon, moi qui ai vu les photos, vraiment la photo qu'ils m'ont envoyée, on voit vraiment effectivement des traces ouais, d'ongles, quoi, de griffes. Hmm. Donc, oui, quelquefois, généralement, c'est des choses quand même positives, hein. Bon, tout ce qui ressort de tout ça, c'est que généralement, les résidents vont avoir leur famille qui va venir les voir, qui vont les rassurer, en fait, ça se passe dans la bienveillance, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment positif, tout ça. Sauf quelquefois où on a effectivement des choses qui sont beaucoup moins sympathiques, comme, cet aide-soignant qui a été qui a été marqué au niveau du bras. Oui, il y a des phénomènes de contact, il y a des phénomènes olfactifs, ils vont Oui, sentir des odeurs. tout à fait. Oui, oui, l'odeur des résidents décédés qui vont perdurer, alors que les chambres sont désinfectées avec des produits professionnels, hein, ou dans les couloirs. Enfin, les phénomènes olfactifs sont assez courants aussi. Différents chapitres, hein, les phénomènes olfactifs, de contact auditif, parce que c'est Auditifs, ça veut dire qu'ils entendent des voix. tout à fait, oui. Oui, oui, bien sûr, ou des coups, ou ce genre de choses. Et en fait, l'idée dans le sens d'avoir un petit peu, quelque part, référencé ces phénomènes, c'est qu'un soignant à qui il va arriver une expérience, admettons, il a senti une odeur ou il a entendu un bruit, bah, il va se dire phénomène auditif 61, tiens, je vais aller voir si d'autres ont eu la même chose que moi. En fait, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. D'accord. Les phénomènes de mouvement d'objets, des objets qui se déplacent tout seuls. Oui, comme dans la pièce de bizutage, alors là, je ne sais plus où ça se passait, mais je crois que c'était dans un EHPAD.
où on envoyait les nouveaux dans la salle en repos et les tableaux, ce genre de choses se mettaient à bouger tout seuls. Oui, oui, c'est. Après, ce sont pas des phénomènes qui sont récurrents aux EHPAD ni aux hôpitaux. On peut retrouver ces phénomènes dans les maisons, mais c'est aussi observé dans ces lieux-là. Donc, ça fait partie des recueils effectivement, que j'ai pu récupérer. Il peut y avoir des phénomènes où il y a plusieurs types de manifestations en même temps. Oui, ça va regrouper des phénomènes auditifs, olfactifs. C'était vraiment là, je pouvais pas classer ces aventures-là, enfin ces témoignages-là dans une seule rubrique parce que ça regroupait plusieurs choses. Oui, vous avez par exemple en soins intensifs un scope moniteur de surveillance s'allume toutes les nuits à la même heure pendant une semaine. Oui, voilà, ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc là, là, ça concerne les hôpitaux, hein, donc il y a une partie EHPAD, et j'ai souhaité aussi mettre les hôpitaux, parce que j'avais pas mal de témoignages de personnel, infirmiers et personnel soignant des hôpitaux. Mais bon, on est dans les mêmes, on est dans le même cas de figure, hein. On n'est pas dans les mêmes âges, mais on retrouve les mêmes choses, sauf que dans les EHPAD, il n'y a pas de scope, ce qu'on appelle les scopes, hein, c'est les appareils qui affichent toutes les fonctions vitales du patient. Et donc, effectivement, on retrouve ces phénomènes encore récurrents au niveau électronique avec ces scopes et des scopes qui vont se mettre à indiquer des fonctions vitales alors qu'il n'y a personne, il y a pas de résident, enfin, il n'y a pas de patient qui est de brancher dessus. À 3 heures du matin, une autre nuit, le personnel constate via les caméras de surveillance une personne présente auprès d'un patient. On pense à un bug de la caméra. Une aide-soignante va vérifier dans la chambre et ses collègues constatent qu'elle traverse la silhouette, mais rapporte qu'elle n'a rien vu d'anormal. L'image de ce personnage disparaîtra avec le décès du patient. Ça, c'est carrément un peu, un peu passé à travers les entités. Bah après, oui, est-ce que les appareils de surveillance, les caméras, peuvent détecter des entités invisibles à l'œil nu? Apparemment, il semble que ça soit le cas. Moi, dans le premier livre, j'ai ma collègue d'EHPAD qui était aide-soignante, qui m'a raconté, qui m'a envoyé la vidéo de, en fait, elle avait son enfant en bas âge qui était dans une chambre et il y avait un appareil pour visionner un babyphone, mais avec une visio. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait une sphère lumineuse dans la chambre qui était au sol. Donc son mari est monté voir et sur la caméra, sur la vidéo, on le voit s'asseoir, enfin se mettre accroupi devant la sphère, rester un moment, se relever et partir. Et on voit la sphère s'éloigner et disparaître juste après. Et son mari, quand il est redescendu, en fait, a aucun souvenir de ça. Pour lui, il est rentré dans la chambre, il a regardé partout. Et en fait, il n'a pas eu conscience d'être en présence de cette lumière, de cette boule lumineuse. Quand il a vu la vidéo, en fait, il a fondu en larmes. Sa mère ou sa belle-mère avec qui il était très proche, était décédée. Et pour lui, c'est elle qui était revenue lui faire un signe ou se manifester. Donc voilà, là pour le coup, dans le visiophone, on voyait effectivement une présence d'une boule lumineuse. C'était pas une silhouette, mais c'était un phénomène particulier. Ok, il y a aussi cet auditeur qui intervient pour parler de son expérience dans une émission consacrée aux rêves sur France Bleu Auxerre, qui voit environ 1 heure après mon réveil, je me suis vue sur un lit, 2 femmes comme des bonnes sœurs étaient là. Elles avaient des appareils qui envoient de la lumière. Elles m'ont dit qu'il leur fallait réparer mon corps astral pour réparer mon corps physique. Il y avait beaucoup de lumière. Ça, quand j'ai entendu ça, j'étais dans ma salle de bain, j'avais mis France Bleu, qui maintenant est ici au Cerf.
J'ai entendu ce témoignage en fait qui concernait les rêves, pas le paranormal ou quelconque. C'était vraiment sur les rêves. Et ce monsieur donc raconte ce rêve où il avait vu ces deux êtres. Et ensuite, je crois que c'est une semaine plus tard, son frère donc, a un grave accident et il est dans le coma. Et en fait, cette personne se souvient à ce moment-là du rêve qu'il avait fait et comprend qu'il y a un rapport avec son frère, avec le coma de son frère, et comprend qu'en fait son frère va s'en sortir. Et effectivement, là, je fais court hein, au niveau du témoignage, mais effectivement, quand son frère se sort du coma, alors que les médecins ne se prononçaient pas, parce qu'il était dans un état vraiment incertain, quand il lui a demandé quel souvenir il avait de son coma, la réponse c'est environ une heure avant mon réveil, je me suis mis sur un lit. Deux femmes comme de bonnes sœurs étaient là et elles avaient des appareils qui envoient de la lumière. Elles m'ont dit qu'il fallait réparer mon corps astral pour réparer mon corps physique. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ce témoignage incroyable et touchant parce que en fait, le frère venait corroborer le rêve qu'avait fait cette personne avant son accident. Oui. Donc, Est-ce que les auditeurs ont répondu à ça ou est-ce qu'ils pouvaient en parler? Comment ça s'est passé pour eux? alors, pour le coup, non, c'était une psychologue qui a été invitée, voilà, qui a fait deux, trois commentaires là-dessus, qui a dit que oui, effectivement, il se passait des choses quelquefois particulières, mais il n'y a pas eu de personne à rebondir, enfin, j'ai pas entendu quelqu'un rebondir là-dessus. Moi, j'ai sauté sur le podcast et j'ai réécouté ce témoignage pour la mettre par écrit parce que je l'ai trouvé vraiment impressionnant et intéressant. Où vous en êtes maintenant? Est-ce que vous allez écrire un cinquième livre? Pour l'instant, au niveau du paranormal, je vais voir. Je ne sais pas si je vais faire un deuxième volume. J'ai commencé à prendre des petites infos, notamment pendant la séance de dédicace. J'ai deux personnes qui peuvent amener des nouveaux témoignages. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je suis en train de faire un autre livre, mais là, c'est dans un tout autre domaine. C'est sur un céramiste qui a vécu à Vermenton. Donc là, on est sur un autre domaine. Mais au niveau du paranormal, pour l'instant, j'ai pas de projet. Je pense que oui, je vais certainement continuer. Mais pour l'instant, là, je suis sur un autre projet qui demande pas mal de travail. Et puis voilà, c'est mon quatrième sur le sujet. Donc, je vais certainement peut-être faire une pause et je vais voir par la suite. Oui, vous n'êtes pas loin d'Acollet. C'est fini, Acollet. Oui, tout à fait. Bah, en fait, là, je fais un bouquin sur Raphaël Gervousseau. Je ne sais pas si ça vous parle. Non? Mais Acollet, c'est fini, non? Les poteries. Ah, les poteries d'Acollet, oui, depuis 86 ou 89, en 89, je crois. Donc oui, complètement. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cet entretien, Hervé Villette? Ce qui est amusant avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est un petit livre qui paye pas de mine. Sauf que, en fait, il a créé le buzz parce que une librairie l'a mis sur sa page Facebook. Et comme tous les livres qu'elle reçoit chaque semaine, et les livres rencontrent quelques commentaires, rencontrent quelques likes. Et celui-là, c'est ce qui est bien la preuve qu'il y a beaucoup de monde qui est concerné par le sujet, hein, notamment les soignants, parce que il semblerait que ce soit le premier livre en France qui traite de ce sujet. Et donc, ce livre sur le Facebook de cette librairie, qui s'appelle Douai la clé, a rencontré, alors il y a eu 7300 likes, il y a eu 2200 partages et ils ont arrêté les commentaires à 3800. Et en fait, ça a créé, le résultat, c'est que le livre a été en rupture de stock dès la première semaine sur Amazon, Cultura, Leclerc, dans librairie et ça a vraiment créé un buzz. Et je pense parce que le personnel soignant, en fait, c'est leur vie quotidienne, mais ils n'en parlent pas forcément parce que c'est pas toujours évident d'avoir un interlocuteur et de parler de ces choses-là sans passer pour quelqu'un d'illuminé. Et en fait, ce buzz montre que en fait, les gens sont heureux de savoir qu'il existe des choses et qu'ils ne sont pas les seuls à vivre
à vivre ces phénomènes dans leur profession. Oui, puis d'ailleurs, ils en parlent dans votre livre. Il y en a qui en ont peur, il y en a même qui refusent d'aller dans certains endroits. Il y en a qui ont vraiment ce qu'on disait avant, les chocottes, quoi. C'est, c'est, c'est pas évident la nuit de se retrouver confronté à des choses pareilles. Ah ben, complètement, complètement. Moi, personnellement, je serais pas rassuré. Je serais pas rassuré. Donc oui, c'est pour ça que d'ailleurs, je cite Stéphane Alix au début, ou dans son livre, je crois que c'est le test, il explique que les personnels, les professionnels de la santé ont beaucoup de mal à s'exprimer là-dessus, et c'est compliqué d'avoir des témoignages de ces gens-là. Et que c'est une chance d'avoir recueilli autant de choses. Oui, puis vous citez Olivier Ampoux aussi, qu'on a eu sur cette antenne beaucoup de fois, le thanatopracteur, vous le citez aussi dans votre livre. Donc, le paranormal en EHPAD, le personnel soignant témoigne, aux éditions Les Ouvreurs du Monde. Et le canal des chimères, Maledictus locus, juste disponible sur Amazon, parce que j'ai pas fait de retirage, j'en ai plus, j'en ai presque plus, mais il est disponible sur Amazon. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, Hervé Eh ben, Villette. c'est